Ça y est, c'est fini, la deuxième saison de True Detective se termine par un opus d'1h30, Omega Station, un dénouement doux amer qui parle plus d'amour que de justice. Bienvenue dans l'After Show. Aujourd'hui, pour parler du dernier épisode de la saison 2, j'ai avec moi Frédéric Foubert de Première et Alexandre Hervaux de Libération. Alors, dernier épisode, satisfait ? Satisfait, enfin c'est fini, donc déjà en soi c'est une bonne nouvelle parce que ça a été quand même douloureux comme saison. C'est compliqué à dire, c'était pas un très mauvais final, c'était plutôt correct. Je sais pas si c'est possible en fait de trouver une saison médiocre et d'adorer le final, je crois pas que ça existe en fait. On peut trouver des saisons fantastiques et être déçu par le final, on peut être excité du début jusqu'à la fin, je pense pas que ce soit possible de regarder comme moi, je l'ai regardé True Detective un petit peu douloureusement, et tout à coup de se dire un épisode de génie, voilà, à part de larguer les amarres et de partir dans une autre direction. Mais bon, j'ai trouvé ça plutôt regardable. Je crois même que c'est celui que j'ai préféré avec celui de la semaine dernière, avec l'épisode 7. Et toi ? Je suis assez d'accord, surtout sur le côté calvaire terminé. Je pense qu'on en parlera plus tard, mais c'est vrai que... Pas pour tout le monde, hein, je précise juste. Oui, non, pour bien vous, sûr. Pour beaucoup de gens, ça a été un plaisir. Je sais. Et parmi les trucs qui m'ont plu, il y a quelques petits moments de bravoure qu'on développera sans doute ensuite, et surtout la réalisation et le montage que j'ai trouvé très au-dessus de ce que la saison 2 nous avait proposé jusqu'à présent. Alors, c'est un dernier épisode d'une série détective, donc quand même la première question c'est le dénouement. Donc il y a effectivement tout un tas d'intrigues qui ont été tissées plus ou moins bien dans la saison, qui se terminent. Ce qui fonctionne, c'est que déjà on comprend quelque chose alors qu'on a passé quand même 7 heures à peu près à rien comprendre du tout à ce qui se passait. Et là en 10 minutes, 15 minutes, au début de l'épisode, tous les fils se mettent en place et on comprend où on en est, Colin Farrell explique tout et voilà, c'est fini. Donc ça forcément c'est un petit peu... décevant parce que c'est trop facile, c'est expédié, il regarde à travers des stores vénitiens, il voit la tête d'oiseau, enfin c'est vraiment expédié. Et en même temps, Pizzolatto arrive quand même à garder la cohérence intellectuelle de son intrigue, même si elle n'était pas très exaltante. Tous les sous-bassements thématiques existent dans l'intrigue, c'est-à-dire la colère des fils envers les pères, la corruption endémique de la Californie. Tout ça finit par faire sens, donc on voit un peu le brouillon de la bonne saison ou du bon polar que ça aurait pu être. Voilà, c'est à l'image de l'épisode frustrant, quoi. C'est vrai que je pense que ce qui est le moins réussi dans cet épisode-là, ou le plus raté, c'est clairement la résolution sur le fameux personnage un peu emblématique de l'homme au masque d'oiseau, qui s'avère donc être Lenny, un des deux frangins, des deux enfants qui avaient été victimes, dont les parents avaient été assassinés dans un braquage de bijouterie, je crois, en 92 pendant les émeutes, etc. Et donc c'était le fameux photographe de plateau qu'on avait aperçu sur l'épisode 3. Qui a été d'ailleurs repéré... par un de nos commentateurs YouTube, Keishodou. Bien vu l'aveugle. Et en fait, toute son histoire, toutes ses motivations et sa présentation quand on le voit vraiment dans la scène de la gare, j'ai trouvé la scène assez ratée en fait. Autant c'était une bonne idée en termes de mise en scène, ce côté dos à dos entre Ray et Holloway d'un côté et lui caché sous son hoodie derrière, ça c'était plutôt une bonne idée de mise en scène. Mais le fait qu'il ait si peu de temps à l'image, que sa caractérisation et que ses dialogues ne soient pas forcément hyper intéressants et que ça soit terminé comme ça, on n'en parle plus, ça donne quand même un peu une impression de gâchis pour ceux qui avaient peut-être un peu investi des choses et qui voulaient en savoir vraiment un peu plus sur ce personnage mystérieux qui avait été assez bien présenté par des plans discrets, par l'attaque qui fait contre Colin Farrell dans le deuxième épisode. Oui, il y avait quelque chose qui avait été un peu construit autour de ce personnage-là, même si ça a été très très vite effectivement mis de côté dans les autres épisodes. Donc on était en droit d'en entendre un peu plus. Et donc sur cette partie-là dénouement, je n'étais pas forcément satisfait. Après pour le côté toute ramification des histoires de corruption, etc., l'essentiel avait quand même été dit dans l'épisode précédent. Et à la décharge de Pizzolatto, la résolution de la saison 1, c'était pas vraiment l'identité du tueur qui avait été si exaltante à regarder, c'était la fin du parcours émotionnel de Roscoe et Carcosa et là c'est effectivement ce qui privilégie aussi, c'est le parcours émotionnel des personnages. Oui, c'est ça la question, c'est est-ce que c'est si grave que ça ? Parce que clairement c'est une série d'excuses, toute cette histoire, pour que ces personnages soient mis dos au mur et
s'accomplissent ou pas, non? Oui, bien sûr. Après, c'est une question de dosage, de finesse, et à quel moment on est content d'être perdu, comme on peut être perdu chez Chandler, et à quel moment on voit les ficelles et on se dit non, là, c'est grotesque, ça marche pas. C'est ce qu'on s'était dit dans une émission précédente d'After Show, c'est-à-dire qu'en gros, qu'on n'ait pas toutes les réponses ou qu'il y ait encore quelques incohérences qui traînent par-ci par-là, effectivement, on peut passer l'éponge parce que c'est plus le voyage ou en tout cas la progression comme ça des personnages qui peut nous aider à passer l'éponge. Mais quand c'est pas satisfaisant d'un côté, c'est-à-dire que quand on n'a pas forcément réussi à s'investir dans certains personnages, etc., bah, on essaie de se raccrocher aux trucs les plus concrets qui soient, à savoir qui est le tueur, pourquoi tel groupe de personnes manigance tel genre de choses, etc. etc. Donc des fois, le concret prend le dessus sur la symbolique et l'émotion, etc. quoi. Et en fait, si on est captivé par le contenu, on ne fait pas attention à la logique. Alors Exactement. que si on a le temps de réfléchir, c'est que... Oui. Donc venons à nos personnages quand même, parce qu'effectivement, c'est clairement cet épisode montre à quel point ce qui était important, c'est le trajet des personnages. Et donc, au cœur, il y a l'histoire de Annie et de Ray, qui est donc une romance qui est toute naissante, mais qui est quand même tout de suite très conséquente dans l'épisode. On voit Ray sourire. On voit Ray sourire en voiture. Première fois, je crois qu'on le voit sourire. Il souriait, mais avec la moustache, en fait, on voyait pas. Peut-être qu'on voyait pas avant. Ouais. Non, pour moi, ça marche un peu, pas à fond, mais ça marche quand même, parce que je suis assez client de ça. Colin Farrell fait très bien quand même le chien battu, donc moi, il me touche un petit peu. Et puis, c'est émouvant, parce que McAdams et Farrell sont bons là-dedans, donc ça fonctionne, quoi. Même si, effectivement, ça peut paraître un peu abrupt, parce que tout à coup, c'est l'amour de sa vie, alors que ça dure que depuis un épisode. C'est pas très grave, ça. Ouais, moi, je trouve que j'ai pas été extraordinairement touché par la scène d'intro et son espèce de montage qui n'est pas chronologique avec des incès, etc. où en gros c'est leur discussion post-coïtale, chacun se raconte un peu ses traumas, lui avec l'histoire du violeur de sa femme et son quiproquo à ce sujet, elle avec... comment il a assassiné un type. Voilà, elle avec l'agression de son agression d'enfance, qui au final, aparté mis à part, je pense n'aura pas eu une incidence et une importance extraordinaire comme tout ce qui touche d'ailleurs à cette espèce de communauté hippie à la con de son père. Pour moi ça fait partie des espèces de sous-storyline qu'on aurait pu carrément écrémer, si ce n'est que pour nous montrer encore que voilà, pour être une femme badass, il faut avoir des traumas, ça te fait violer, etc. Alors que je trouve que c'est forcément une façon un peu caricaturale de présenter les choses. Mais en fait, ils sont tous les quatre caractérisés par des traumas. Ils en ont tous, des traumas. Ah oui, il n'y a pas que les femmes. Quoi. Clairement, ils en ont tous. Clairement, ils en ont tous. Il y en a un, il est homosexuel. C'est très dur. Ça, c'est un trauma voilà, dont on se remet difficilement. Non, mais surtout qu'effectivement, cette scène, pour revenir à l'histoire d'amour, j'ai trouvé qu'elle n'était pas à la hauteur justement de ce que c'était censé représenter, vu que c'était le final. Et même si ça avait été présenté dans l'épisode précédent, là, c'était vraiment l'illustration de ce début de vie de couple. Et à la limite, j'ai été beaucoup plus touché par ce petit plan plus tard dans l'épisode où elle lui prend la main. Je crois que c'est quand ils sont au-dessus du bar. C'est le moment d'ailleurs où ils assument, c'est plus que le fait d'avoir couché ensemble. C'est là où il lui dit, si je te demandais de partir, est-ce qu'on partirait? Et il dit oui, je serais capable de partir. Et c'est le moment où il y a un engagement. Là, pour moi, j'avoue, ça marche. Et donc, bon, en gros, j'ai digressé pour ne rien dire parce qu'effectivement, au final, je trouve que ça marche quand même pas mal. Mais j'ai pas non plus été archi fan de la façon dont ça nous avait été présenté. D'accord. Est-ce que ça fait répétition le fait que quand même au début, il y a Frank qui envoie sa nana au loin et ensuite il y a Ray qui envoie Annie au loin? Est-ce que ça veut dire que du coup, est-ce que ça crée une thématique générale dont on va parler sur les hommes se sacrifient à la guerre et les femmes survivent pour élever des enfants? Ou est-ce que c'est une répétition en fait du coup, on a l'impression que Pizzolatto a rien d'autre à dire sur le couple? Moi, j'ai pas trouvé ça redondant. C'est des effets de rime et d'écho qui sont assez jolis. Ça pourrait être assez poétique. En plus, les cas sont différents quand même. Je pense pas que ça dise que les hommes vont à la guerre et que les femmes restent à la maison pour élever des enfants, parce que non, pas restent à la maison, survivent quoi. Oui, survivent, d'accord. Ouais. Mais enfin, parce que le personnage de McAdams, c'est aussi une guerrière. Elle a son couteau. Jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Ben non, parce qu'à la fin, elle est mère et elle a quand même son couteau toujours dans la poche, parce que de toute façon, il n'y a plus d'hommes. Donc c'est elle qui prend en charge tout, la maternité, la guerre. Je pense que cette symétrie-là dont tu parles, le côté que ça rime, m'aurait dérangé si ça avait été vraiment quasiment la copie conforme d'une scène à l'autre. Et en fait, ça l'est pas, parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans le cas de figure à la fin de l'épisode avec Ray et
personnage de McAdams, c'est le côté ménage à trois, avec la troisième personne qui est donc la serveuse du bar avec sa cicatrice, dont on voit clairement qu'elle ressent beaucoup d'amour pour Ray. Elle s'inquiétait au moment quand Frank est là et qu'il lui dit que Ray va venir avec une fille. Il y a clairement, ça insiste sur l'espèce de petite tension que ça crée. Moi, j'avoue que j'ai même eu peur à un moment. J'aurais trouvé ça vraiment une fin horrible pour le personnage de McAdams, mais j'ai cru que ça allait être, par jalousie, la serveuse qui allait la dessouder sur le bateau à la fin. Mais la chanteuse aurait tué la serveuse. D'ailleurs, je voudrais dire que toutes les nanas bar, elles font leur valise dans cet épisode, même la chanteuse. Vous avez vu, la chanteuse, vous la voyez partir avec sa valise. Je pense qu'au bout d'un moment, elle a dû faire chier tellement la clientèle. On voit qu'il y a de moins en moins de monde dans ce bar. Ils vont délocaliser le bar au Venezuela. Je la trouve beaucoup plus vivante dans cet épisode. Je pense qu'elle part écrire son album de métal, tranquillement, pour changer de style chez elle. Ouais. Mais bon, alors cette fin où les hommes meurent parce qu'ils ont voulu, pas spécialement pour se sacrifier au départ, mais en tout cas au final ils ont voulu, peut-être par vengeance, par appât du gain, c'est pas très clair pourquoi ils restent, pourquoi ils ont fini de faire cette dernière chose qui va être leur arrêt de mort, et les femmes survivent ailleurs, ensemble, avec un bébé. C'est l'histoire de la fin d'un monde. Je crois que c'est quelqu'un qui a dit ça à l'after show dans une émission précédente, que c'était la fin de cette génération WASP, blanche, hétéro, centrée, à bout de course. Et alors c'est marrant parce qu'en plus, c'était les reproches qu'on a fait à Pizzolato dans la saison 1, de ne pas savoir écrire des personnages féminins, de s'intéresser à ces hétéros occidentaux au bout du rouleau. Moi, je ne comprenais pas très bien ces reproches, mais non, parce qu'il écrit sur ce qu'il veut. Hein. Oui, non, bien sûr. Et on a l'impression qu'il a envie de faire amende honorable, enfin de dire aux spectateurs, ok, j'ai entendu le message, donc voilà, c'est la fin de ce monde, et maintenant les filles et les fils, les héritiers, les enfants qui ont fait le deuil de leurs parents vont pouvoir hériter du nouveau monde. C'est l'histoire que raconte la saison. Moi, ce que j'ai trouvé d'assez intéressant sur c'est pas le dénouement lui-même, mais en tout cas sur le tragique destin de nos deux personnages principaux, en tout cas Frank et Ray, c'est que contrairement à la mort de Pod dans l'épisode précédent qui nous prenait par surprise, même si on le sentait mal en point, mais en gros, il arrive à s'en sortir et hop, il se fait tirer dans le dos, on s'y attend pas. Là, leurs deux morts sont quand même attendus, c'est-à-dire qu'on se doute bien, vu le nombre d'assaillants, vu la durée, etc., on se doute bien qu'ils vont y passer, etc. Et l'une comme l'autre, j'ai bien aimé le côté survival forestier de Colin Farrell avec son shotgun dans les bois contre un escadron, ça fait un peu Predator et tout, c'est pas mal. Et puis surtout la scène de Frank dans ce désert immaculé qui m'a fait un peu penser à The Master de Paul Anderson, où il y a des super plans et voilà, une tension qui est assez bien gérée, je trouve. Et au final, on parlera sans doute après de cette espèce de déambulation où il saigne et où il y a les espèces de fantômes de son passé qui arrivent, mais les gens vont peut-être retenir un truc et ils vont peut-être se moquer encore plus de True Detective qu'ils ne le font, en réalisant que finalement il meurt par fierté. En fait, il meurt parce qu'il ne peut pas s'empêcher de faire une remarque sarcastique au moment où le mec ferme la porte de la bagnole et il dit vous pourriez quand même me déposer en ville pour 1 million. Quoi. Ouais. Là, c'est par fierté, en fait, c'est à ce moment-là. Bien sûr. Mais je pense que, en général, en fait, toute cette descente vient de là. Il aurait pu partir, abandonner ce truc et partir. Et, alors que Ray, c'est beaucoup plus un sacrifice, pour le coup. Mais en même temps que quelqu'un le bute pour une réplique qu'il a sortie, là encore, ça a assouvi les fantasmes de plein de spectateurs. Sachant que le fantasme du spectateur, ceux qui n'ont pas aimé Vince Vaughn, il y a quand même cette grande phrase au début de l'épisode où, alors qu'il essaye de dire à sa femme que non, il ne l'aime pas et qu'elle doit partir, et qu'elle lui dit quand même « You can't act like shit », ce qui veut dire « tu sais pas jouer ». C'est marrant, un très mauvais acteur. C'est un des grands thèmes de Pizzolato, ça c'est des gens qui racontent des histoires. C'est ce que Matthew McConaughey et Russ Cole faisaient dans la première saison. Ils s'asseyaient en face de deux types et ils leur racontaient des histoires. Et dans cette scène à la gare, ils se racontent une histoire. Alors ils se disent on se retrouvera, tu porteras du blanc, j'aurai une rose à la boutonnière. Alors il se trouve qu'ils se racontent une histoire pas terrible, mais voilà, thématiquement c'est fort, le résultat est pas terrible et c'est marrant qu'ils se disent effectivement tu peux pas jouer, quoi. Ça pointe les défauts de la saison. Sur la symbolique de la fin un peu ratée ou du côté attente du spectateur un peu déçu, je trouve qu'il y a aussi un beau symbole avec l'histoire de son ultime message vocal à son fils qu'il essaye d'envoyer sur son Gmail dans la France, dans les États-Unis qui sont même pas en Edge au fin fond des bois. Et le fait qu'il n'arrive pas à
clore cette histoire-là avec son fils, à lui envoyer son dernier message. Je trouve que c'est aussi une belle comparaison, en tout cas un beau symbole du côté La possibilité la de possibilité de transmission. conclure une histoire pour un showrunner comme ça, qui en plus lui est seul aux manettes, ou presque. Je pense qu'il a voulu nous dire quelque chose genre, bon, si vous n'avez pas tout compris ou C'est pas parce tout que aimé, j'ai pas c'est envoyé parce que le dernier mail. j'ai pas envoyé le dernier mail, j'ai pas écrit les dernières pages de scénario que j'avais prévues. Bon, alors parlons un peu de la réalisation quand même, parce que c'est un peu l'élément qui donne autre chose à l'épisode, qui quand même donne une certaine prestance, on va dire. Non ? Je suis pas complètement convaincu, enfin c'est pas hideux ni horrible, mais j'ai l'impression, et c'est un des gros soucis de la saison, ça a quand même été la mise en scène de l'action. C'est un des horizons de Pizzolatto, c'est évident, c'était le cas déjà dans la première saison. Fukunaga était aux manettes, il a fait le plan séquence qui a rendu tout le monde dingue dans l'épisode 4, et là le résultat était à la hauteur du curseur de Pizzolatto, quoi. Et là, il y a eu plein de scènes d'action que j'ai trouvées, pas seulement dans cet épisode, mais dans toute la saison, très décevantes. On voit clairement que l'horizon, c'est Michael Mann, Miami Vice, Heat. Et là, pareil, il y a l'attaque du chalet avec les fumigènes que je trouve bien. Le côté Rambo à la fin. C'est des bonnes idées sur le papier, mais le résultat est rarement excitant à regarder, quoi. Donc, moi, sur l'action, je suis complètement d'accord. En fait, moi, les scènes que je trouve belles, c'est les scènes intimistes, en fait. C'est les seules que je trouve qui ont tout de suite... Et du coup, dans un truc d'1 heure et demie où c'est beaucoup de déclarations d'amour, heureusement que ça fonctionne, quoi. Moi, je pense que les plus belles idées de cadrage sont concentrées dans l'agonie dont je parlais tout à l'heure du personnage de Frank, avec ces super jolis plans aériens où on le voit traîner et laisser littéralement sa trace avec sa blessure et la goutte de sang, etc. Alors, bon, le côté apparition spectrale avec sans doute son père qui lui parle, sans doute des gens qui le harcelaient quand il était plus jeune avec un groupe de blagues, etc. Et bon, toutes les couches du trauma, les unes après les autres. C'est bon, c'est de l'imagerie un peu au forceps, c'est pas forcément hyper combattre ses démons au sens propre, hein, mais visuellement en tout cas, que ce soit les travelling de Vince Vaughn ou encore ces plans aériens, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose qui sortait du format un peu plan-plan qu'on avait pu subir dans les épisodes précédents. Non, c'est important de le souligner parce que c'est vrai que c'était très casse-gueule, c'est très joli, enfin, c'est une très jolie scène. C'est assez miraculeux même que ça marche en fait. Donc, et puis le mouvement final où Ray est dans la forêt, lui dans le désert et Bézérides sur la mer, le fait qu'on a passé 7 heures dans cet enfer urbain et que tout à coup c'est la nature qui explose, ça c'est des très belles idées ça. Donc, et ça marche quand même, effectivement dans le désert c'est très très fort. Ça c'est bien. Mais il y a eu tout au long de la saison des réussites éparses comme ça. C'est jamais tenu du début jusqu'à la fin, faute d'une direction artistique forte, je pense. Bon, donc c'est fini pour True Detective saison 2. Donc voilà, c'était le dernier épisode de True Detective. C'était le dernier épisode sous ce format de l'after show True Detective. On va avoir un dernier rendez-vous pour un season recap dans un format très différent. Très bientôt, abonnez-vous pour savoir quand ça se fera. En attendant, je voudrais vous remercier de tous les commentaires, tous les retours de nous avoir suivis pendant toute la saison. C'était un plaisir de parler de cette série avec vous. À très bientôt. Where is she? In a better place.